Zoom sur la toxoplasmose. C'est quoi? C'est une maladie due à l'entrée d'un parasite dans l'organisme. C'est Toxoplasma gondii. Ce petit parasite fait partie des protozoaires, c'est-à-dire que c'est un micro-organisme constitué d'une seule cellule, ce qu'on appelle un unicellulaire, et possédant un noyau, ce qu'on appelle une cellule eucaryote, comme nos cellules humaines. Ce parasite peut infecter tous les animaux à sang chaud. Il peut se transmettre de l'animal, par exemple le chat, à l'homme. Eh mais je suis une femme! Oui, enfin, homme, femme, vous avez compris. Tout dépend des habitudes en fait des pays. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, les pays scandinaves, où on consomme soit moins de viande, soit de la viande beaucoup plus cuite, la prévalence est bien moindre, elle est de l'ordre de 15%. Dans les pays plus chauds, plus humides, où le parasite circule plus facilement, où la viande est moins facilement cuite à cœur, comme par exemple en Afrique ou sur le pourtour de l'océan Indien, la prévalence peut monter jusqu'à 60%. C'est-à-dire 2 personnes sur 3 qui sont en contact ou qui ont été en contact. Sur les 2 milliards, si ce n'est plus, de personnes dans le monde, il y en a quasiment 99,99% qui n'ont jamais été traitées, puisque soit il n'y avait pas de symptômes, soit des symptômes très discrets, soit des symptômes un petit peu plus marqués qui ont conduit à un diagnostic de toxoplasmose. Mais quand on est immunocompétent, on sait qu'on va guérir. La prévalence de la toxoplasmose est de l'ordre de 30%. Il y a une femme sur 3 qui, vers 20, 30, 40 ans, est en contact ou a déjà été en contact avec le parasite. La maladie se contracte plutôt au contact d'excréments de chats qui contiennent le parasite. Par exemple, si le parasite vient sur les mains en jardinant ou en nettoyant une litière, puis qu'on se touche la bouche. En quoi jardiner peut me faire attraper la toxoplasmose? Pour répondre à ça, revenons à notre chat. Merci. Le parasite va se servir du chat comme hôte définitif. C'est-à-dire que le parasite va se servir du chat pour se reproduire. En d'autres termes, le chat est le seul mammifère qui va contaminer le milieu extérieur. Le parasite va se reproduire dans le tube digestif du chat. Puis, il sera expulsé en même temps que les excréments du chat. C'est à ce moment-là que le parasite peut nous contaminer. Nous sommes libres. Oui. Contaminons-les tous. Plus qu'à attendre qu'un mouton nous mange. Ou un humain. Oui, trop hâte. Le parasite peut survivre 1 an dans la nature. Mais pas de panique. Pour que le chat nous transmette le parasite, il faut qu'il soit lui-même infecté. Soit parce qu'il a mangé une proie parasitée, rongeur notamment. Oups. Soit parce qu'il a directement ingéré le parasite, par exemple en s'abreuvant dans une flaque contaminée. Ce qui n'arrive pas, ou rarement, aux chats domestiques puisqu'ils mangent des aliments industriels. En général, le chat s'infecte par l'agent responsable de la toxoplasmose au tout début de sa vie, dans les premières semaines, lorsqu'il est encore chaton, et bien souvent, il n'y a aucun moyen de savoir s'il est infecté. Il n'est pas symptomatique, et en général, on ne pratique pas de test biologique à partir de quelconque fluide du chat. Donc c'est inapparent chez le chat. Le chat de domicile est considéré comme risque zéro. Il y a des gestes à faire qui vont faire que la femme enceinte, non seulement ne sera jamais infectée avec son chat, mais surtout pourra également profiter de son chat pendant sa grossesse. Le chat ne peut être infecté qu'une seule fois dans sa vie, car comme nous, les humains, lui aussi va avoir une réponse immunitaire efficace la deuxième fois qu'il sera infecté par ce même parasite. 5 à 15 jours après l'infection, le chat va excréter le parasite dans ses excréments. Il n'excrète qu'après sa première contamination. Par ailleurs, les seuls chats représentant un risque sont les jeunes animaux qui chassent pour se nourrir. La principale voie de contamination est la voie alimentaire, avec 99,99% des cas. Par ingestion d'eau ou de viande contaminée, plus fréquemment de l'agneau, du porc ou du gibier,
ou encore par le contact de couteaux, de planches ou d'ustensiles de cuisine ayant touché à de la viande crue, mais également par la consommation de fruits, de légumes ou de certains produits non pasteurisés. Il arrive très rarement de contracter la maladie lors d'une transplantation d'organes ou d'une transfusion sanguine. Également, de façon transplacentaire, c'est-à-dire de la mère à l'enfant lors de la grossesse. Et une fois rentré dans le corps humain, que fait le parasite? L'homme est l'hôte intermédiaire, c'est-à-dire l'hôte chez lequel le parasite va se multiplier. Pour éviter que les parasites ne soient détruits par notre système immunitaire, les parasites vont s'entourer d'une membrane épaisse pour former ce qu'on appelle un kyste. Ils vont se loger dans le cerveau, les muscles et les yeux, car ce sont des zones où il y a une faible réponse immunitaire. Ces kystes entretiennent le système immunitaire car ils relâchent régulièrement des antigènes tout au long de notre vie. Donc si on est réinfecté par le parasite, même des années plus tard, le système immunitaire sera très efficace. Et chez les femmes enceintes, ça se passe comment ? La plupart du temps, les femmes enceintes sont immunocompétentes, donc on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de signes visibles, ou alors ça va être des petits symptômes, mais qui ne vont pas forcément conduire à l'identification de la toxoplasmose. En effet, dans le sang, on retrouve ce qu'on appelle des anticorps. Ils permettent au corps de se défendre contre des potentiels pathogènes qui pourraient attaquer notre organisme. En France, lorsqu'une femme est enceinte, le dépistage est obligatoire. Si une femme enceinte a été contaminée par Toxoplasma gondii avant la grossesse, alors le bébé ne risque rien. Si une femme enceinte n'est pas contaminée par Toxoplasma gondii, alors il faudra mettre en place un suivi médical. Il y a un risque modéré de transmission à l'embryon au fœtus, mais il existe. Et si jamais le parasite passe chez l'embryon, chez le fœtus, dans 85% des cas, celui-ci, même infecté, n'aura pas de signes cliniques particuliers. En revanche, dans 15% des fœtus qui peuvent être infectés, il peut y avoir apparition de malformations et des troubles qui apparaissent en conséquence, qui sont des troubles d'ordre oculaire, des troubles d'ordre centraux et parfois des troubles liés à la dissémination de la maladie, qui peuvent être très spectaculaires. On a des enfants qui peuvent naître avec des très grosses têtes ou des très petites têtes, des enfants qui peuvent naître avec des foies ou des organes de type rate de taille très augmentée, des enfants qui peuvent avoir des troubles de la vision. Donc il peut y avoir des vraies complications qui heureusement sont rares. La transmission de la maman vers le fœtus est d'autant plus importante que l'on est en fin de grossesse, puisqu'à ce terme-là, le placenta est beaucoup plus fin et beaucoup plus irrigué, beaucoup plus vascularisé. Donc il y a des échanges sanguins beaucoup plus nombreux entre la maman et le fœtus. Donc le risque du passage du parasite est d'autant plus important à ce terme-là. Si une infection de la mère a lieu durant la grossesse, un test est pratiqué pour vérifier que le bébé n'est pas infecté. C'est l'amniosynthèse. On regarde la présence d'anticorps dans le liquide amniotique de la femme enceinte. Alors on peut déjà être très rassurant. Il s'agit d'une maladie qui est globalement bénigne, voire totalement asymptomatique. Chez le tout venant, quand on se contamine, il ne se passe globalement rien dans 80% des cas. Parfois on a un peu de fièvre, parfois on a un peu mal à la tête, parfois on a un peu des ganglions qui sont inflammés, mais ça ne va pas plus loin. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la toxoplasmose se caractérise comme étant une maladie infectieuse chronique, c'est-à-dire qu'on n'élimine jamais le protozoaire. Celui-ci, après un cycle d'infection, va aller se loger dans un certain nombre de tissus où la réponse immunitaire est plutôt faible, le cerveau, les yeux et les muscles. Et normalement, si tout se passe bien, si on reste immunocompétent, on va vivre avec ces kystes le plus longtemps possible. Les manifestations de la toxoplasmose chez l'immunodéprimé ne sont visibles que si le patient est suffisamment immunodéprimé. C'est-à-dire si les globules blancs, les cellules qui sont chargées de la défense dans le sang, sont suffisamment bas pour permettre le déploiement, la dissémination de la maladie. Donc ces toxoplasmoses violentes, brutales,
très symptomatique se rencontre avant tout chez les sujets très immunodéprimés. Pendant très longtemps, il s'agissait de patients infectés par le virus de l'immunodéficience humaine. Maintenant, les toxoplasmoses disséminées se voient chez les patients qui sont greffés de moelle, transplantés d'organes, qui souffrent de maladies cancéreuses par exemple. Et là, potentiellement, tous les organes peuvent être concernés, tout un tas de manifestations cliniques peuvent être observées, mais le parasite a 2 sites anatomiques de prédilection, le cerveau et l'œil. Et je vous disais que ce parasite, ce protozoaire, était hébergé à vie dans les tissus immunoprivilégiés. Eh bien, dans certains cas, certaines personnes vont passer par des épisodes d'immunosuppression, voilà, des traitements immunosuppressifs lourds. Et dans ces cas-là, le protozoaire qui était latent et qui vivait finalement avec son hôte en bonne entente, eh bien, va se réactiver vers une forme de virulence parce que la pression immunitaire n'est plus présente. Et là, eh bien, on va avoir des conséquences gravissimes avec des toxoplasmoses neuronales en particulier. Donc les signes cliniques des toxoplasmoses de l'immunodéprimé seront principalement cérébrales et oculaires. Ça se manifeste par des commissions, des crises comitiales, c'est-à-dire le patient qui a des épilepsies, des patients qui a des signes de céphalite, qui a mal à la tête, des vomissements, et des troubles de la vision. Le patient voit des taches, peut devenir presque aveugle. Donc il y a 2 traitements qu'on pourrait imaginer, c'est le traitement de la femme enceinte, séronégative, qui s'infecte pour la première fois. Donc oui, il y a des traitements qui vont lui être donnés dès que malheureusement elle saura qu'elle a cette infection toxoplasmique. Et puis il y a des traitements qui vont être donnés à ces personnes qui hébergent le protozoaire depuis des mois, des années, qui passent par un épisode d'immunosuppression, qui réactive le parasite. Et là, il y a nécessité de traiter. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, les traitements qu'on a contre la toxoplasmose ne donnent pas toute satisfaction parce qu'ils n'ont pas une spécificité vis-à-vis du toxoplasme. Et en plus, les traitements qu'on a aujourd'hui n'agissent que ce qu'on appelle la forme tachyzoïde, qui est la forme de virulence. Et comme je vous ai dit, à un moment donné, ce protozoaire va s'enquister, va se loger dans dans le cerveau, dans les yeux, dans les muscles à vie. Et autant on a quand même des molécules qui sont efficaces contre la forme circulante, virulente, mais aujourd'hui on n'a aucune molécule qui est efficace pour éliminer la forme de dormance. Donc ça, c'est vraiment pour l'instant, on a cette impasse thérapeutique pour les formes qui sont enquistées. Alors, il n'y a pas de vaccins aujourd'hui qui sont commercialisés en médecine humaine. Il y en a un qui est commercialisé en médecine vétérinaire, voilà, qui est un protozoaire, donc un toxoplasme qui est vivant, atténué, qui ne peut pas être utilisé chez l'homme. Alors oui, il y a beaucoup de recherches vaccinales dans le monde, parce que c'est quand même, la toxoplasmose a une incidence majeure en médecine humaine. Donc moi, je pourrais pas vous faire un état des lieux de tous les vaccins, de toutes les stratégies vaccinales qui sont élaborées dans un certain nombre de labos. Je peux éventuellement faire un petit focus parce que ici on travaille sur une stratégie vaccinale où on a élaboré ces dernières années un vaccin muqueux, administration par voie nasale avec des nanoparticules qui a donné de très bons résultats en modèle souris, en modèle brebis et puis qui aujourd'hui est testé dans un certain nombre de zoos français chez des singes du Nouveau Monde qui sont eux extrêmement sensibles à la toxoplasmose. Ça fait 3 ans qu'on a ce partenariat avec un certain nombre de zoos. Et donc, depuis 3 ans, ces singes ont été immunisés. Et ces zoos avec qui on travaille recensaient chaque année des décès avec ces petits singes. Et depuis 3 ans, il n'y a plus aucun décès dans ces zoos participants. Donc, on a pour l'instant de bons arguments. Et peut-être on espère un jour que ce vaccin aura une autorisation sur le marché pour l'homme, avec un grand H. Les petits conseils pour femmes enceintes. Mon conseil, c'est déjà de suivre le plan national de prévention, d'être vigilante dès qu'elles savent qu'elles sont enceintes. On fait tout de suite sa sérologie, ça c'est important. Donc si on est positive, eh bien on sait au moins que pour la toxoplasmose, c'est quelque chose qui n'aura pas de danger futur en termes de contamination. Et puis surtout, pour les femmes qui sont séronégatives, c'est également une très bonne chose, mais il faut qu'elles restent séronégatives pendant toute leur grossesse. Et donc là, il y a des règles hygiéno-diététiques à respecter qui sont relativement simples, pas si contraignante que ça, mais il faut tous les jours y penser. Voici quelques-unes des principales règles hygiéno-diététiques.
Bien se laver les mains si on a été en contact avec des légumes ou des fruits souillés par la terre ou de la viande crue. Éviter de consommer de la viande mal cuite, tartare notamment. Mettre des gants en jardinant. Si vous avez un chat, demandez à quelqu'un d'autre de changer la litière ou, dans le cas échéant, nettoyez-la tous les jours avec des gants et de l'eau chaude. Évitez la consommation de mollusques. Et boire de préférence de l'eau en bouteille. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à mettre un j'aime si la vidéo t'a plu.